Dans cet Agile Mytiche dédié à Kanban. Alors, euh, donc, tout d'abord, je me présente très brièvement. Donc, je suis Eric Ferro, coach Agile pour la société Agile Partners. Ça fait maintenant 6 ans que je fais du coaching. Et précédemment, je faisais du développement. Voilà, je faisais du développement, donc je viens de la technique. Euh, Pendant cette petite heure, donc l'objectif c'est de vous présenter Kanban. Donc bien sûr, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais à la sortie de ces Agile Mytiches, l'objectif c'est que vous ayez compris comment Kanban fonctionne, qu'est-ce que c'est, euh, dans quel contexte est-ce que Kanban est adapté. Donc en particulier, on pourra voir un petit peu les différences entre Kanban et Scrum. Et ensuite, en supposant que vous vous dites, ben oui, Kanban, ça marche bien dans mon contexte, peut-être que ce qui vous intéresse, c'est comment concrètement ensuite démarrer une démarche Kanban chez vous. Donc ça sera aussi quelque chose que nous aborderons. Et on terminera par une séance de questions. Sans doute que je vais vous poser à des moments des questions, donc vous pourrez utiliser votre zone de chat pour répondre. Et ensuite, si vous le désirez, vous pouvez aussi allumer votre webcam, ça sera pour moi un peu plus interactif. Après, il n'y a bien sûr pas d'obligation. Normalement, on garde 10 minutes pour les questions à la fin. Après, si jamais vraiment vous avez des questions, peut-être qu'on ne veut pas non plus être trop. On peut quand même garder un peu d'interactivité. Donc, si vraiment vous avez une question, après tout, on peut essayer d'être en interactif, mais je prendrai sans doute pas non plus trop de temps pour y répondre et on pourra plus les aborder à la fin, sur les 10 dernières minutes. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, et enfin, avant de commencer, juste une petite dernière chose. Euh, on a préparé un cadeau, donc pour ceux qui vont assister à cet Agile Mytiche. Donc, si vous désirez gagner ce cadeau qui a sans doute un rapport avec Kanban, voilà, vous avez simplement à laisser votre adresse email dans le chat. Encore une chose, donc cette vidéo sera disponible sur YouTube en replay, donc normalement ça prend à peu près 2 semaines pour être disponible. Si vous allumez vos caméras, votre visage sera flouté dans la vidéo YouTube. Voilà, je crois qu'on peut commencer. Alors donc, comme je vous l'ai dit, la session va porter sur Kanban. Donc j'ai d'abord une première question pour vous. D'après vous, Kanban, qu'est-ce que c'est? Donc s'il vous plaît, réfléchissez au premier mot qui vous vient, que vous associez lorsqu'on vous parle de Kanban. Quelle est pour vous la première chose que ça vous évoque? Très bien, donc agilité, visual board, suivi des tâches, pull, ou plutôt pull. Super, outil agile, run agile. Merci pour ces réponses. Euh, Typiquement, ce qu'on a comme réponse lorsqu'on pose cette question, ce que les gens pensent en premier quand on leur parle de Kanban, c'est ça. C'est un tableau visuel où sont représentés finalement les éléments de travail. Donc vous voyez ici les différents post-it de couleurs. Et ces post-it de couleurs vont transiter dans les différentes colonnes du tableau et ça va représenter l'avancement des différents éléments de travail. Donc chaque élément de travail va passer au départ ici c'est la colonne ready, donc c'est les choses qui sont à faire jusqu'à la fin, done, terminé. Donc c'est souvent ça la première chose, finalement des fois ça se résume à ça. Les gens pensent que Kanban c'est juste un tableau qui permet de faire le suivi d'éléments de travail. L'objectif de cette session, ça va être de vous montrer que finalement Kanban c'est plus que ça. C'est une démarche agile complète et eh bien oui, il y a cette partie qui est très importante, mais Kanban avec un grand K, vous allez voir que c'est finalement beaucoup plus riche que juste une visualisation des éléments de travail et leur suivi. Avant de rentrer dans ces détails, juste un petit point pour vous parler de l'origine de Kanban. Vous avez déjà vu sans doute enfin en tout cas certaines personnes ont dit que Kanban c'était une approche agile, donc effectivement, Kanban fait partie de toutes les approches agiles, donc ici vous pouvez voir réunis sous la pieuvre du Manifeste Agile, donc, qui a été écrit en 2001, différentes approches, telles que vous le voyez ici, en 95 Scrum, XP en 99. Et donc on a Kanban. La première apparition de Kanban, on va dire que ça vient des années 40, donc bien avant le Manifeste Agile, et ça vient de l'industrie, avec en particulier donc
l'industrie automobile et Toyota, qui est donc, avec Monsieur Taishi Ono, qui est on va dire, l'inventeur de Kanban au niveau de l'industrie. Et ensuite, dans l'informatique, donc cette fois-ci c'est beaucoup plus récent et c'est bien après le manifeste agile, en 2007. Donc dans l'informatique, Kanban a été appliqué donc, pour la première fois dans une équipe chez Microsoft et par Monsieur David J. Anderson. Et cette équipe, sa problématique, enfin, cette équipe avait une mauvaise réputation. Et finalement, lorsque Monsieur David Anderson a analysé un petit peu la problématique de l'équipe, c'était pas que l'équipe fournissait du travail de mauvaise qualité, c'était plus qu'elle mettait beaucoup, beaucoup de temps pour livrer les choses. Et donc, à travers la mise en place de cette démarche Kanban, ce qui a été réalisé, c'est vraiment réduire cet intervalle de temps et réussir à livrer toujours des choses de qualité, mais dans un intervalle beaucoup plus réduit. Donc, si on résume en quelques points Kanban, donc, comme on va le voir, c'est finalement une démarche d'amélioration continue qui va être basée sur la gestion du flux. Kanban est fondé sur l'approche Lean, donc comme on peut le voir, c'est dans les années 40 qu'est apparue cette approche Lean. Et l'approche Lean est basée sur le fait d'essayer d'être le plus maigre possible, donc d'essayer de réduire les gaspillages, chercher les gaspillages et les réduire partout où cela est possible. Et c'est aussi une approche qui est fortement orientée client, c'est-à-dire réfléchir vraiment au service qu'on va fournir, donc à l'utilisateur, au client. Enfin, dernier point, Kanban, on va le voir, c'est finalement applicable à tout type de produit et il ne faut pas penser que c'est uniquement dans le cadre du développement logiciel. L'objectif de Kanban, ça va être trois choses, les objectifs. Donc, premièrement, j'en ai déjà parlé, Kanban est au service du client, donc le premier objectif, ça va être d'augmenter la satisfaction du client. Ensuite, c'est une démarche d'amélioration continue, donc en particulier, on va essayer d'améliorer la performance des équipes. Et enfin, de façon plus profonde, le dernier objectif de Kanban, ça va être finalement de changer la culture de votre entreprise en une autonomisation des équipes. Ok, alors on rentre un petit peu plus dans la théorie de Kanban et les grands principes de Kanban. Donc ils sont à droite ici et il y a 6 grands principes qui sont divisés en deux parties. Une partie qui est le change management et une partie en dessous qui est le service delivery. Donc d'abord sur la partie donc, change management ou gestion du changement, ces principes sont commencer par là où vous êtes. L'idée, ça va être vraiment on va pas arriver et pousser les choses, vous dire de changer. On va vous dire, on va partir vraiment de comment vous fonctionnez actuellement et ça va être notre point de départ pour l'amélioration. Donc la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être d'accord pour mettre en place une démarche d'amélioration continue. C'est le deuxième point, agree to pursue improvement through evolutionary changes. Et enfin, ces changements, finalement, ils vont être, chaque personne va être en mesure de pouvoir proposer des idées de changement, des propositions d'amélioration. Donc, ce n'est pas des personnes à l'extérieur qui vont pousser des choses et dire voilà comment on pourrait améliorer les choses. C'est vraiment les gens sur le terrain qui vont être propriétaires du process et proposer des idées d'amélioration. Donc c'est le dernier point, encourage acts of leadership at every level. Ces trois grands principes de change management, leur objectif, c'est vraiment de rencontrer le minimum de résistance au changement. Si je fais un petit parallèle, peut-être que certains d'entre vous connaissent Scrum. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. En tout cas, ce ne sera pas grave pour cette session ici. L'idée, c'est que Scrum, c'est une approche Big Bang. Au démarrage de Scrum, on va arriver et on va tout changer. On va changer votre process, votre façon de travailler. On va changer les rôles. On va dire, il y a des nouveaux rôles qui sont là, Product Owner, Scrum Master, etc. Finalement, on va casser la façon dont vous travaillez actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche Big Bang. Kanban, on part d'où on est et l'idée, c'est qu'on va faire une amélioration par petits pas. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont deux approches qui sont fortement opposées. Et une petite citation de Monsieur David J. Anderson qui explique que ces trois premiers principes ont été spécifiquement choisis pour éviter la résistance au changement. Donc, dans certains contextes, arriver avec une toute nouvelle méthode telle que Scrum, ça pourra être accueilli de façon très positive parce que les gens ont justement envie d'un changement et ça va les motiver. Dans d'autres contextes, au contraire, les gens vont être réticents à ce que quelqu'un de l'extérieur arrive et leur dise voilà comment vous devez travailler maintenant. Et dans ce cas-là, Kanban sera forcément beaucoup plus adapté. On va approcher les choses, améliorer les choses par petits pas.
Le volet service delivery, donc livraison de service, prestation de service. Donc la première chose, ça va être de se concentrer sur la livraison de valeur pour le client. Donc toujours réfléchir à, pour l'utilisateur, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est important. Ensuite, la deuxième chose, c'est manage the work, let people self-organize around it. Donc on va vouloir vraiment se concentrer sur les éléments de travail et faire en sorte que ces éléments de travail, eh ben, ils soient terminés le plus rapidement possible. Et on va pas regarder vraiment les personnes qui font des choses. On va plus se concentrer sur comment est-ce qu'on va s'organiser pour faire avancer ces éléments de travail. Donc, c'est pas une approche où chaque personne va avoir quelque part une spécialité et on va à l'avance dire lui il va travailler là-dessus, lui il va travailler là-dessus. C'est vraiment au moment où on doit avancer sur un élément qu'on va se demander qui a de la disponibilité pour travailler sur cet élément. La première chose qu'on a dit, c'est Kanban, c'est une approche agile. Et on a aussi parlé de se mettre que c'était finalement une approche qui était centrée sur le client. Donc la première chose, ça va être de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui a de la valeur pour le client. Et Kanban est une approche où on va essayer de maximiser la valeur pour le client et pas la quantité. Donc si on prend ce schéma où on voit que des personnes charge des briques dans un camion en imaginant que chaque brique, c'est une fonctionnalité qu'on veut livrer. Oui, chaque brique va quelque part apporter de la valeur à l'utilisateur. L'idée de la démarche Kanban, ça va pas être de charger dans le camion le maximum de briques. Ça va être de réfléchir à, parmi toutes les briques, lesquelles sont importantes, lesquelles sont dorées. Et on va se concentrer sur celles-ci et c'est celles-ci qu'on va faire. Donc on va peut-être faire moins de choses, mais on va s'assurer que ces choses, elles ont de la valeur pour le client. Ensuite, on va mettre un focus sur les éléments de travail. Donc c'est vraiment sur les briques qu'on va mettre notre point d'attention et pas sur les gens qui travaillent. Dernier point, les employés vont être propriétaires du processus. Donc ils vont avoir de l'autonomie sur comment ils vont pouvoir s'organiser dans leur travail. Et donc comme vous pouvez le voir ici, normalement, quand on donne cette autonomie aux personnes, eh ben, ils sont plus motivés, ils sont plus heureux au travail. Donc c'est pour ça qu'on a un sourire sur la personne qui est en bas. Très bien. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, on peut se poser la question parce que l'approche Scrum, finalement, ben, elle est assez prescriptive. Donc, c'est assez clair de comment est-ce qu'on va dérouler les choses. Scrum, il y a des rôles définis, il y a une équipe qui va être cross-fonctionnelle qu'on va créer. On va mettre en place une cadence qui est donc la cadence, c'est le sprint qui va rythmer cette cadence avec à chaque fois un intervalle de temps fixe. Il va y avoir donc des meetings spécifiques tout au cours de ce sprint. On va estimer l'effort, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez prescriptif avec un cadre qui est finalement assez clair. Quand tout ce qu'on vous dit, c'est ben, commencez par là où vous êtes, respectez les rôles en place, donc ne changez rien au rôle, respectez l'organisation existante, ne changez rien à l'organisation, respectez le processus. Alors, finalement, comment est-ce qu'on commence? En fait, on va mettre en place les 6 pratiques de Kanban. Passons rapidement en revue ces 6 pratiques et ensuite, je les présenterai un peu plus en détail. La première chose, c'est visualiser le workflow, le processus de travail. Donc ça, c'est finalement la première chose qui vient en tête lorsque l'on parle de Kanban. On va créer ce board avec les différents éléments de travail qui vont passer successivement dans les différentes étapes afin d'être réalisés et donc d'être livrés au client. Deuxième chose, on va limiter l'encours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chacune de ces colonnes, on va pouvoir dire, eh bien, on a un nombre maximum d'éléments qui va être autorisé sur chacune des étapes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, sur la colonne C, sur l'étape C, on a maximum 2 éléments. Et on voit ici qu'un post-it rouge est déplacé de la colonne B à C. Eh bien oui, on a le droit parce qu'on ne dépasse pas la limite. Ensuite, l'étape suivante, ça va être la gestion du flux. J'en ai déjà parlé. Kanban, c'est une approche basée sur le flux. Donc, la chose vraiment importante, ça va être de toujours se demander comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de le plus fluide possible, c'est-à-dire qu'entre l'entrée dans le board d'un élément et sa sortie, comment est-ce qu'on peut faire que le temps de traversée soit le plus court possible. Et en particulier, pour cela, on va mettre en place ce qu'on appelle un flux tiré. Donc, c'est quelque chose qui va aussi être permis par les limites. Comme vous pouvez le voir ici, on réussit à prendre un élément rouge de l'étape B à l'étape C. Par contre, une fois que cet élément rouge est là, on ne pourra pas ensuite encore pousser un autre élément parce qu'on aura 2 éléments dans l'étape C et le maximum sera atteint. Donc,
les personnes qui travaillent dans une étape ne vont pas pouvoir pousser à l'étape suivante sans se soucier si les gens dans l'étape suivante ont la capacité de prendre ces éléments. L'idée donc, c'est de passer à un flux tiré où ce sont les gens qui travaillent qui vont prendre les éléments lorsqu'ils ont la capacité de travailler sur ceux-ci. Donc c'est toute cette idée de gérer le flux, faire en sorte que le temps entre l'entrée et la sortie soit la plus courte possible et pouvoir aussi reprioriser au quotidien. À tout moment, on doit pouvoir se dire: «OK, il y a un nouvel élément qui arrive, comment est-ce qu'on s'organise pour, prendre en compte cet élément dans le flux?» Point suivant, pratique suivante, rendre les règles explicites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on va marquer noir sur blanc, les règles de fonctionnement de l'équipe. Par exemple, pour passer de l'étape A à l'étape B, ben, il y a sans doute différentes tâches qu'il faut réaliser. On va les marquer noir sur blanc. Par exemple, entre les différents post-it, les bleus, les rouges, les jaunes, peut-être qu'il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. On va marquer aussi ces règles de priorité. Toutes les règles finalement de fonctionnement, on va vouloir les rendre explicites parce que c'est grâce au fait qu'elles sont explicites qu'on va vraiment pouvoir ensuite être tous alignés sur comment on travaille et à partir de là, décider de comment est-ce qu'on peut changer ces règles pour s'améliorer. La pratique suivante, c'est mettre en place des boucles de feedback. Donc ça va être très important de collecter au fur et à mesure qu'on avance des informations, aussi bien sur comment fonctionne l'équipe, que sur la qualité du produit, que sur la valeur qu'on livre aux utilisateurs. Ou est-ce que les utilisateurs sont, par exemple, satisfaits du service, hein, que l'on leur fournit? Toutes ces choses-là, eh bien, Kanban, une des pratiques, ça va être de mettre en place donc, des canaux qui vont permettre de collecter ces informations. Et enfin, la dernière pratique, c'est mettre en place une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire, l'équipe, c'est elle qui va être propriétaire du process et qui va à intervalles réguliers pouvoir se demander de comment améliorer les choses. Voilà, donc ceci sont les 6 pratiques. J'y reviendrai, donc je ne m'attarde pas plus dessus. Et la question se pose de: «OK, donc très bien, on a les 6 pratiques. Comment est-ce que concrètement je peux démarrer une démarche Kanban avec mon équipe?» Donc quelles sont les différentes étapes? Typiquement, la première grande étape que je vais faire, ça va être de faire un atelier collaboratif, donc avec, l'équipe, pour visualiser le processus de travail et rendre les règles explicites. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont les pratiques 1 et 4. Un démarrage d'une approche Kanban, ça va bien sûr commencer par, créer ce board visuel et écrire noir sur blanc les règles de l'équipe. Donc dans cet atelier collaboratif, la première chose que l'on va faire, ça va être l'identification des différentes parties prenantes. Quels sont finalement les membres de l'équipe et quelles sont les dépendances, quels sont les contributeurs, donc quelles sont les personnes à l'extérieur de l'équipe, dont l'équipe a besoin pour pouvoir faire le travail. Ensuite, on va aussi identifier pour qui est-ce qu'on fait ce travail, donc quelles sont les différentes personnes qui sont intéressées par ce que l'on va livrer. Ensuite, on va se poser la question de, eh bien, ces différents éléments de travail, donc les post-it qu'on voit sur le tableau, à quel niveau de granularité est-ce qu'on va définir ces post-it? Évidemment, si on définit un niveau de granularité trop gros, il ne va pas se passer grand-chose. S'il faut 1 mois pour déplacer un post-it, ça ne va pas être quelque chose de très intéressant. En particulier, si on fait un point de synchro régulier, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il faut réussir à trouver une granularité qui est suffisamment petite pour que les différents éléments de travail puissent avancer régulièrement. Et on va aussi se poser la question sur ces éléments de travail, sans doute qu'il y a différents types de travaux à réaliser, donc on va aussi les identifier. Ensuite, on va on va dessiner le tableau Kanban qui va représenter le processus complet, donc en particulier avec les différentes étapes dont on a besoin pour livrer le client. Et lorsque je parle de processus complet, c'est vraiment l'idée de, depuis la demande initiale du client jusqu'au fait qu'il soit livré, quelles sont toutes les étapes. On ne parle pas uniquement de ce que l'équipe réalise. Donc ça, c'est le point suivant. Une fois qu'on aura identifié toutes ces étapes, il sera vraiment important aussi de dire, l'équipe, donc, quelle est la partie dont vous êtes propriétaire? Sur quoi est-ce que vous avez la main? Et potentiellement, quelle est la partie en amont qui est faite par d'autres personnes et la partie en aval qui est encore faite par d'autres personnes. Voilà, et on termine en général par l'écriture des règles. Donc, aussi bien les règles existantes, parce que comme vous le savez, on respecte le processus existant, donc on va marquer ces règles. Potentiellement, si l'on veut, déjà des nouvelles règles sur comment est-ce qu'on passe d'une colonne à l'autre. Mais tout ça, normalement, ça vient de l'existant finalement.
Alors, il y a quand même une règle qui va être nouvelle, ça va être mettre en place un point régulier de synchronisation. Donc, sur ce point, en général, je préconise de faire une synchronisation quotidienne devant le board. C'est l'étape suivante, finalement. Donc, je passe au slide point de synchronisation. Tous les jours, normalement, je vais demander à l'équipe de faire un point de synchronisation devant le board Kanban qui a été créé, avec toujours l'idée de faire un focus sur le flux et les éléments de travail et pas sur les personnes qui réalisent. Donc c'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle un walk the board, donc un parcours du tableau, de droite à gauche. On va regarder les éléments qui sont sur le board et pour chacun des éléments, on va se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cet élément? Si jamais tout se passe bien sur cet élément de travail, ben, ce n'est pas la peine d'en parler. Par contre, dès que quelqu'un considère qu'il y a un blocage ou il y a un point à discuter sur l'élément, il va dire, ah oui, ça, il y a ce problème-là et on a besoin d'en parler. Le parcours, on va le faire de droite à gauche. Pourquoi de droite à gauche? Parce que l'objectif, c'est de terminer les choses qu'on a commencées. C'est donc les choses qui sont les plus à droite sur lesquelles on doit mettre le focus. Potentiellement, peut-être qu'une fois qu'on aura parcouru la moitié du tableau, on aura déjà parcouru suffisamment de tickets pour occuper l'équipe aujourd'hui. Donc on peut même arrêter là le point de synchronisation. On a suffisamment de choses à faire et on s'est concentré sur les choses qui étaient les plus importantes, c'est-à-dire les plus proches d'être livrées. Ensuite, le déplacement des différents éléments. Ce qu'il faut voir, c'est finalement, on va mettre en place deux pratiques qui sont la priorisation en juste à temps et l'assignation dynamique. On veut pouvoir prioriser les éléments en juste à temps, donc c'est au moment où on va dire, OK, on va pouvoir travailler sur un nouvel élément, qu'on va se dire, quel est parmi tous les éléments qu'on pourrait faire celui qui est le plus prioritaire. Et ensuite, assignation dynamique, on va dire, OK, on veut travailler sur cet élément, qui a de la disponibilité. On ne va pas réfléchir à qui est le spécialiste, et tu le feras quand tu auras le temps. Non. Le but, c'est de faire avancer les choses qui sont les plus importantes. Donc, on a priorisé, et ensuite, qui a de la disponibilité pour travailler sur cet élément. Enfin, la dernière étape du point de synchronisation, ça va être de faire un contrôle de l'intégrité du board. Donc, vérifier que le tableau est à jour et que les règles d'équipe sont respectées. Ensuite, la troisième étape, lorsqu'on met en place une démarche Kanban, eh bien, ça va être de faire un travail sur le flux. Et en particulier, pour avoir quelque chose qui est le plus fluide possible, eh bien, ça va être de limiter finalement l'encours. Si je reparle un tout petit peu de Scrum, Scrum est une approche où on dit qu'on va travailler par lot, c'est-à-dire on va typiquement faire un planning, où lors de ce planning, on va réfléchir à quels sont tous les éléments sur lesquels on va travailler pendant le temps du sprint, donc potentiellement on va dire sur 2 semaines, et à la fin des 2 semaines, parmi tous les éléments qu'on a réalisés, enfin on a sans doute réalisé une grande partie des éléments qu'on avait prévus, mais ce sont ces éléments-là qu'on va livrer. Dans une approche Kanban, l'idée c'est qu'on ne va pas forcément faire un planning. Potentiellement, tous les jours, des nouveaux éléments vont arriver et on veut que de la façon la plus fluide possible, ces éléments avancent dans le board et soient réalisés le plus vite possible. Donc ça, c'est l'idée. Avoir quelque chose qui est avec un flux et qu'on travaille pour que finalement le temps d'entrée et de sortie soit le plus rapide possible. Après, à partir de là, ce qui va typiquement arriver dans les équipes, c'est la chose suivante, c'est que l'équipe va être saturée si jamais le flux d'entrée est supérieur à la capacité d'absorption de l'équipe. Donc la première chose qu'on va faire pour gérer le flux, ça va être de limiter le débit d'entrée. On veut que l'équipe puisse travailler à un rythme soutenable, qu'elle ne soit pas en train de sans arrêt passer d'une tâche à l'autre parce qu'elle est surchargée. Donc il va falloir trouver la bonne limite pour que l'équipe puisse travailler de façon efficace. Si on regarde ici, par exemple, ce schéma et si on pense à des choses pour limiter le débit d'entrée, dans les grandes surfaces, en ce moment, j'ai vu dans certaines grandes surfaces qu'on rentre, ils distribuent des jetons. Et donc, à l'entrée, vous prenez un jeton, et ce jeton, vous le rendez à la fin quand vous sortez. L'idée, ça va être exactement ça va être de se dire quel est le nombre maximum de personnes que la grande surface peut accueillir dans le contexte actuel pour le respect des gestes barrières. Par exemple, la grande surface peut dire, donc c'est le graphique du haut, que c'est 50 personnes maximum. À ce moment-là, elle va avoir 50 jetons. Et donc, lorsque les personnes rentrent, à chaque fois, elles prennent un jeton jusqu'à ce que les 50 jetons soient pris. Il y a 50 personnes à l'intérieur de la grande surface. Et donc, la personne en plus qui veut rentrer, elle va être obligée d'attendre qu'une personne sorte pour récupérer le jeton pour entrer à son tour. Donc, le maximum à l'intérieur de la grande surface va être de 50 personnes. Et de cette façon, à ce moment-là, le débit de sortie
va finalement forcer le débit d'entrée. Donc s'il y a 10 personnes qui sortent par minute de la grande surface, ça fera un débit d'entrée de 10 personnes par minute. Donc c'est une façon très simple, en mettant comme ça une limite à l'intérieur du système, de limiter le flux d'entrée. Ici en bas, c'est exactement la même chose, sauf que les gérants de la grande surface ont dit que c'était 20, le nombre maximum de personnes à l'intérieur de la grande surface. Et ensuite, le débit d'entrée va être le même que celui du débit de sortie lorsqu'il y a 20 personnes dans la grande surface. Donc ça, c'est la première chose, limiter le flux en entrée. Après, il peut y avoir d'autres problèmes. L'autre problème, ça va être à l'intérieur du système. Finalement, à l'intérieur du système, on a vu, il y a différentes étapes, et peut-être que on rencontre des blocages. Par exemple, ici, on voit sur ce et ça va être de mettre des limites, cette fois-ci, sur les différentes étapes du processus. Vous pouvez le voir ici, donc dans la colonne développement, la limite est de 3, dans la colonne code review, la limite est de 3, testing 2, déploiement 2. Donc ça, c'est la première chose, mettre des limites. La mise en place de limites va, comme je l'ai déjà dit, empêcher de pousser les choses et finalement d'avoir la partie déploiement, par exemple, qui est surchargée de travail. Ensuite, on va aussi mettre au niveau de chaque étape des files d'attente. Lorsque des personnes, par exemple, ont terminé le code review, ils vont pas pouvoir le pousser dans la colonne testing, ils vont simplement le mettre dans la colonne terminée, dans leur colonne terminée. Et la limite de 3 va s'appliquer aussi bien à en cours que done. C'est-à-dire, l'équipe ou les personnes qui travaillent sur la partie code review, elles ne pourront pas avoir plus de 3 tickets au total dans leurs deux colonnes in progress et done. Ce qui veut dire que finalement, lorsqu'elles auront mis leurs 3 tickets dans done, elles n'auront pas le droit de tirer un nouveau ticket. L'objectif de ça, c'est qu'elles ne puissent pas surcharger le système en aval. Et même, l'objectif supplémentaire, ça va être que comme elles n'ont plus rien à faire dans leur spécialité, eh bien finalement, elles aillent donner un coup de main à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est sans doute les personnes qui sont en aval qui ont besoin d'aide. Donc c'est une pratique qui va permettre de déspécialiser les personnes et forcer la collaboration entre les spécialités. J'en ai déjà parlé, cette pratique permet de mettre en place un flux tiré. Donc ici, vous pouvez voir, c'est grâce au fait que le ticket bleu ici passe à done, qu'ensuite, on peut prendre un nouveau ticket qui vient de la colonne testing, et ensuite, etc. On peut prendre le ticket rouge qui vient de la colonne code review, puis le ticket vert, etc. Donc on met en place un flux tiré, et finalement, on va vivre au rythme de la contrainte, c'est-à-dire de l'étape qui est la plus lente. Enfin, le dernier point pour gérer le flux et limiter l'encours, ça va être bien sûr de mettre en place des métriques, mesurer la performance de votre système. Donc ici, dans une approche Kanban, les deux grandes métriques qu'on va vouloir mesurer, c'est le débit. Combien est-ce qu'on réussit à livrer d'éléments par intervalle de temps, donc par exemple par semaine, combien est-ce qu'on va livrer d'éléments. Ça va refléter la puissance pure de l'équipe du système. Ensuite, la deuxième métrique très importante, c'est le délai. Quel est le temps entre l'entrée et la sortie du système d'un élément de travail? Donc là, ça va plus être finalement la réactivité de l'équipe. Et quand on parle de délai, ce qui est important aussi, c'est de toujours penser du point de vue du demandeur, du point de vue de l'utilisateur. Donc si l'équipe n'est pas propriétaire du process dans sa globalité, c'est pas forcément utile d'optimiser au maximum dans cette ère où elle a le contrôle. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de réfléchir à la performance globale. Donc le temps global entre l'entrée et la sortie du système pour satisfaire l'utilisateur. Ce qui veut dire que oui, ok, on va essayer d'optimiser le travail de l'équipe, mais l'objectif de Kanban, ça va être aussi d'optimiser globalement, donc de faire que l'équipe va travailler avec les personnes qui sont en amont et les personnes qui sont en aval, afin de finalement réfléchir au niveau global, améliorer la performance globale du système. Juste un petit point sur ces notions de débit et de délai. On va souvent utiliser dans Kanban ce qu'on appelle la loi de Little. C'est-à-dire que dans un système tel que celui que je voulais présenter dans les grandes surfaces, ici avec un flux d'entrée et un flux de sortie qui est identique, la loi de Little dit que le délai est égal au
à l'encours, donc le nombre d'éléments dans le système, divisé par le débit. Donc ici, par exemple, sur le schéma du haut, si on a un encours de 50, et s'il y a 10 personnes, on va dire 10 éléments de travail qui sont terminés par jour, la loi Little va nous dire que le temps pour un nouvel élément qui va arriver dans le système va être de 50 divisé par 10, donc 5 jours. Sur un système tel que celui du bas, où on a fixé la limite à 20, la loi de Little va nous dire que pour qu'un nouvel élément soit entre le temps d'entrée et le temps de sortie d'un nouvel élément, donc le temps de cycle d'un nouvel élément, ça va être de 20 divisé par 10, donc ça va être de 2 jours. Donc ce que vous voyez ici, c'est que finalement, simplement en réduisant le nombre maximum d'éléments dans le système, on va pouvoir fortement travailler sur le délai et optimiser le délai. Et ça, c'est quelque chose de très important dans une démarche Kanban. Aussi bien, c'est compliqué finalement d'augmenter le débit, parce que derrière, ça veut dire eh bien, faire en sorte que l'équipe soit plus performante ou ce genre de choses. Par contre, poser une limite sur l'encours, le nombre total d'éléments dans le système, ça, c'est quelque chose qui finalement, c'est juste une décision que vous prenez. Vous dites, ben voilà, on passe de 50 à 20 éléments maximum. Et à partir de là, c'est tout ce que vous avez besoin de faire pour réduire le délai. Donc, c'est vraiment une option très forte, une possibilité très simple à mettre en place et qui a vraiment beaucoup d'effets. C'est simplement de réduire le nombre d'éléments dans le système, réduire l'encours. OK, donc ça, c'était la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape que vous devez mettre en place pour une démarche Kanban chez vous, ça va être de réfléchir aux boucles de feedback que vous allez donc mettre en place chez vous. Première chose sur laquelle vous avez besoin de récolter des retours, c'est au niveau de finalement votre équipe. Donc ici, est-ce qu'elle est en bonne santé, c'est-à-dire est-ce que l'équipe est organisée au mieux pour travailler? Donc vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'on travaille actuellement et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Si on fait le parallèle avec Scrum, c'est à travers une rétrospective et c'est la période d'inspection qui correspond à cette boucle de feedback. Allez vous poser la question de est-ce que votre produit, eh ben, il est de qualité? Si on fait l'analogie avec un restaurant, par exemple, ici, on va se demander si les produits que vous allez utiliser pour faire les plats sont de qualité. Est-ce qu'ils sont frais? Est-ce que vous avez aussi du matériel qui est performant, des congélateurs, ce genre de choses qui vous permettent de garantir que les choses sont bien faites. Ensuite, si cette fois-ci on passe du côté à l'extérieur du système, donc où on fait plus, on est plus face au client, vous allez vous poser la question de est-ce que le produit que vous livrez, il correspond bien aux besoins du client? Donc ici, si on pense au restaurant, eh bien, on va simplement demander aux personnes s'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont dans leur assiette. Alors bien sûr, c'est peut-être une chose très importante dans un restaurant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, est-ce que de façon générale, les clients sont satisfaits du service qu'on leur livre? Donc avec toujours cette analogie du restaurant, ça va être eh bien, est-ce que le temps d'attente est supportable? Est-ce que l'ambiance dans le restaurant, la musique par exemple, est agréable? Est-ce que la carte est claire? Tout ce genre de choses qui font que votre service va être satisfaisant pour le client. Voilà, donc Kanban ne vous explique pas comment faire ces choses. Par contre, Kanban vous dit que vous devez récolter toutes ces informations. Ensuite, et c'est la dernière étape, il s'agit de mettre en place une démarche d'amélioration continue et empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience. L'idée ici, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle la roue de Deming. Donc c'est simplement un cycle court où vous allez répéter toujours les mêmes étapes. La première étape, ça va être plan, donc la planification. Vous allez réfléchir à l'objectif que vous voulez atteindre et mettre en place un plan pour le réaliser. Ensuite, vous avez la séquence do, donc où vous allez travailler, faire les choses. Puis, dans un intervalle de temps assez court, vous allez vous arrêter de travailler et vous allez vous allez vérifier si les résultats sont conformes aux attentes que vous aviez. Et enfin, la partie act, ça va être en fonction de cette analyse des résultats, réfléchir à quelles actions vous pourriez mettre en place pour améliorer les choses. Et vous allez ainsi recommencer cette route Deming de façon continue. Je l'ai déjà dit, quelque chose de très important, c'est que c'est l'équipe qui va décider des expérimentations. Ce ne sont pas des personnes à l'extérieur qui vont leur dire comment améliorer les choses. C'est une approche où l'équipe a finalement de l'autonomie sur la façon dont elle s'organise et elle travaille.
Enfin, derrière tout ça se cache finalement la philosophie Kaizen de Kanban, qui est que à travers la répétition de ces cycles d'amélioration continue, la culture des personnes, la culture des équipes, la culture de l'organisation va changer. On va passer à quelque chose où finalement les équipes vont vraiment beaucoup gagner en autonomie. Et c'est l'objectif vraiment profond de la philosophie Kaizen. Donner finalement, faire en sorte que les équipes soient beaucoup plus autonomes. Dernier chapitre, quels sont les bénéfices directs et indirects que peut vous apporter Kanban à court et moyen terme? Kanban, je vous en ai déjà parlé, l'idée, ça va être de se concentrer sur les éléments qui sont commencés pour les terminer. La phrase vraiment à retenir de Kanban, c'est Stop starting, start finishing. Terminez ce que vous avez commencé et arrêtez de commencer de nouvelles choses. Concentrez-vous d'abord sur les choses qui sont en cours pour les terminer. Et pour illustrer cela, je vais vous montrer un petit exemple où on va supposer, par exemple, que les clients demandent des fantômes. Pourquoi des fantômes? Ça vient d'une autre présentation, mais donc mettons que les clients demandent des fantômes et il y a 3 clients, un rouge, un vert, un bleu, donc chacun demande un fantôme rouge, un fantôme vert, un fantôme bleu. Dans un premier contexte, on va dire que les clients sont servis les uns après les autres. Donc même si les clients arrivent tous en même temps et demandent tous leur fantôme, d'abord le client rouge, ensuite le client vert, ensuite le client bleu. Donc finalement, ça va se passer comme ça. Mettons qu'en 3 étapes, le fantôme est dessiné. Donc là, le client rouge est livré et il est satisfait. Ensuite, on livre le client vert. Donc on voit que son temps d'attente, finalement, ça commence depuis le début. Et donc, il est livré au bout de, en tout, 6 étapes. Et ensuite, le client bleu est livré. Et donc, il a un temps d'attente qui est finalement assez long, qui prend toute la flèche. Ça, c'est dans une approche séquentielle. Maintenant, si on regarde le scénario où les clients sont servis en parallèle, c'est-à-dire qu'on va essayer de satisfaire tout le monde en disant personne ne va attendre, dès qu'il y a une demande, on va commencer à travailler dessus. On travaille un peu sur le rouge, un peu sur le vert, un peu sur le bleu. On reprend le travail sur le rouge, on reprend le travail sur le vert, sur le bleu, rouge, vert, bleu. Donc vous voyez ici finalement que par rapport à ce qui était au-dessus, le client rouge est livré plus tard, le client vert est livré plus tard, et le client bleu est livré en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a aucun avantage à avoir l'approche qui est l'approche du bas. Et ici, en plus, on est dans une approche où on suppose que pour les gens qui travaillent, ça va être un temps instantané pour passer d'une tâche à l'autre. Pour passer du rouge au vert, ça va être instantané. Alors qu'on sait très bien que le contexte switching, passer d'un contexte à l'autre, finalement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas anodin. Donc, si on refait le graphique en réfléchissant au switch de contexte, entre le fantôme rouge et le fantôme vert, il va y avoir du temps. Et pareil, ici, il va y avoir du temps pour changer de contexte entre le vert et le bleu. Donc finalement, ça va décaler un peu tout sur la courbe. Dans le cas où les clients sont servis les uns après les autres, on a 2 switches. Dans le cas où tout le monde est servi en parallèle, à ce moment-là, vous allez avoir des switches continus. Et comme vous pouvez les voir, vous allez fortement impacter et vous allez vraiment avoir des clients qui vont être livrés beaucoup plus tard. Et donc, la conclusion de ce schéma, j'espère que vous êtes convaincus, c'est que essayez de minimiser au maximum le multitasking, le travail en parallèle, et donc terminez ce que vous avez commencé. Concentrez-vous sur ce qui est en cours, terminez-le avant de commencer autre chose. Donc c'était une illustration d'un des bénéfices de Kanban et de la mise en place de limites d'éviter le multitasking. Les autres bénéfices, et c'est mon dernier slide, ça va être un pilotage par la valeur client, c'est-à-dire toujours réfléchir à ce qui a de l'importance pour le client et pouvoir prioriser très vite en fonction de ça et au quotidien. Kanban va aussi favoriser la collaboration entre les différents services et aussi à l'intérieur d'une équipe. Kanban, on l'a vu à travers de la démarche Kaizen, va favoriser l'autonomisation des équipes. Kanban va aussi fournir à travers son tableau visuel finalement un radiateur d'informations pour la communication et l'alignement des différentes personnes. Kanban est aussi une aide finalement pour prendre des décisions en juste à temps. C'est au moment où on a besoin de prendre une décision qu'on va le faire. On ne va pas faire les choses trop en amont et essayer de tout anticiper. Kanban a aussi comme objectif de réduire les coûts. Donc on est dans une approche lean où on va toujours réfléchir à comment est-ce qu'on peut éliminer du gaspillage. Kanban a aussi fortement une idée de réduire le time to market,
et on a toujours cette idée de comment est-ce qu'on peut réduire le délai pour les utilisateurs. Un autre bénéfice, ça va être, bien sûr, c'est l'objectif, améliorer la performance globale. Une meilleure prédictibilité. Avec Kanban, on va essayer de mesurer beaucoup de choses et donc on va avoir une bonne prédictibilité, en particulier, on l'a vu grâce au débit et au délai. Et enfin, Kanban doit permettre une meilleure gestion du risque et une réactivité beaucoup plus importante avec cette approche en flux. Voilà, donc c'était forcément assez rapide. Donc en 50 minutes, je vous ai présenté Kanban parce qu'on voulait garder 10 minutes pour des questions. Juste avant de passer aux questions, donc le prochain Agile Meeting portera sur l'agilité et UX, donc User Experience. Ça sera le mardi 8 juin. On a essayé de faire le maximum dans le temps imparti. Alors maintenant, nous avons encore 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? La mesure prend en compte la demande initiale, c'est-à-dire quand le besoin est formulé ou à partir de quand est-ce que le délai court? Alors oui, on va vraiment se concentrer sur le temps global. Donc la mesure du temps qu'on appelle le lead time, ça va être le temps vraiment global à partir de la formulation de la demande jusqu'à la livraison donc à l'utilisateur de cette demande. Ça va être le temps complet. Ensuite, on va aussi mesurer le cycle time qui est le temps pour l'équipe. Et l'un des objectifs de Kanban, ça va être de faire en sorte que, au fur et à mesure qu'on s'améliore, on prenne de plus en plus en compte l'intégralité. Donc, on va toujours essayer d'optimiser toujours le temps complet, de mettre un focus sur le lead time. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolé, Mathieu, je t'ai appelé Cédric sur le slide parce que d'habitude, c'est Cédric qui facilite. Je t'en veux pas. Alors, il y a une question de Patrick dans le chat. Toyota égale travail à la chaîne, IT égale tâches diverses et variées. Faut-il que l'activité de l'équipe soit standardisée? Alors, déjà, premièrement, effectivement, si on parle de Kanban dans l'industrie et si on parle de Kanban dans l'IT, forcément, ce sont quand même deux contextes assez différents et les approches vont être aussi assez différentes. Il faut pas imaginer qu'on a pris ce qui se passait sur les usines de production chez Toyota et qu'on les applique comme ça dans des tâches aussi diverses et variées et complexes finalement, parce qu'il y a beaucoup de complexité dans l'IT. Je ne pense pas que l'activité de l'équipe doit être standardisée. Par contre, l'idée, ça va être d'essayer d'avoir finalement des éléments de travail suffisamment petits pour qu'on puisse avoir quelque chose de fluide et essayer de faire en sorte que ce soit du travail d'équipe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un blocage sur la chaîne, de la même façon que chez Toyota, lorsqu'il y avait un blocage sur la chaîne, tout le monde se concentrait pour débloquer les choses. Une approche Kanban dans l'IT, ça veut dire s'il y a un élément qui pose problème, les autres personnes de l'équipe, même si ce n'est pas leur spécialité, vont essayer d'aller aider. Alors, question suivante, avec les whip limits, comment faire si une task est bloquée dans le process et que l'équipe n'a pas la compétence pour la débloquer? Alors oui, ça c'est la gestion des dépendances externes. Effectivement, ce qui va souvent arriver, c'est que l'équipe n'est pas maître de tout le process, il va y avoir des dépendances externes et ça va souvent bloquer les choses. Alors, c'est une règle d'équipe de dire est-ce que lorsqu'une tâche est vraiment bloquée par une dépendance d'externe, on veut le faire rentrer dans la limite ou pas. Donc, c'est une convention. L'avantage de le faire rentrer dans la limite, ça va être vraiment de bloquer le système et de rendre très visible qu'il y a un problème. Ce qu'on veut finalement avoir, au final, c'est du travail entre les différents silos. Donc, du travail avec la dépendance. Et potentiellement, les gens dont on est dépendant, ce qui serait bien, ça serait qu'ils soient invités au point de synchro et qu'ils puissent voir, vraiment réaliser ah ben oui, notre tâche ici, ce qu'on doit faire, voilà, ça bloque toute la chaîne et on a besoin d'avancer dessus. Donc le board Kanban et l'approche Kanban est un moyen de faire travailler les gens ensemble au-delà d'une équipe, mais vraiment entre équipes et dépendances. J'espère qu'effectivement cette session a été intéressante. C'était forcément court, mais on a essayé de mettre le maximum en 50 minutes. Bon, je vois que pas mal de personnes quittent, donc merci beaucoup en tout cas à vous. Une question. Bonjour. Déjà, merci beaucoup. Et c'est par rapport au Most Valuable Product, le MVP, est-ce qu'il est inclus du coup dans Kanban également?
dans le choix du coup de la découpe? Alors, l'audio n'était pas parfaite, mais je crois comprendre que c'est comment est-ce qu'on fait un MVP en Kanban dans le choix de la découpe? Alors oui, on va typiquement faire très classiquement, on va définir le MVP grâce à un atelier collaboratif de genre story mapping ou event storming pour vraiment dire ben voilà l'ensemble des tâches qui doivent être réalisées pour ce MVP. Et ben, ce sont avec ces tâches qu'on va prendre comme élément de travail et mettre dans la colonne tout à gauche de Kanban, prioriser et essayer de réaliser dans l'ordre. Donc oui, ça s'adapte bien à la réalisation d'un MVP. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour la question. Peut-être une dernière question, Eric, dans le chat de Jean-Michel. Oui, lorsqu'une équipe Kanban est fournisseur d'équipe Scrum, comment s'inscrire dans leur planification? Elle est fournisseur d'une équipe Scrum. Finalement, une équipe Scrum, elle va avoir comme dépendance l'équipe Kanban. Donc ça veut dire que pour planifier des choses, il faut que l'équipe Scrum ait terminé. Il faut que l'équipe Kanban ait terminé des choses pour que les autres puissent les planifier. C'est la meilleure façon de gérer les dépendances. Et afin de savoir qu'est-ce qui est terminé pour anticiper, je dirais que vous avez les métriques qui sont à votre disposition au niveau de l'équipe Kanban qui vont vous permettre de savoir à quelle date seront livrés quels éléments. Donc c'est de cette façon que vous allez pouvoir vous inscrire dans la planification et savoir quels éléments seront prêts pour votre planification. OK. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il est 58. Alors j'espère que ça répond. J'ai essayé de répondre au mieux. Petit commentaire de Jean-Michel pour compléter peut-être ta réponse, Eric. Ce qui est super important, c'est effectivement que l'équipe Kanban travaille sur les choses qui vont être prises dans le sprint suivant. Donc que l'équipe Scrum, le Product Owner, travaille avec les gens qui sont en Kanban pour bien prioriser et faire les choses qui vont être prises prochainement en premier. Donc le Product Owner finalement va travailler aussi bien avec l'équipe Scrum que l'équipe Kanban au niveau de la priorisation. Je pense que c'est ça le plus important. Et ensuite, bah, les métriques Kanban vont permettre de donner la visibilité. Merci, Eric. Merci beaucoup à vous. Merci Mathieu. On est encore une grosse douzaine. Il est 59, le temps de rendre l'antenne, comme disaient les anciens. Et il sera 14 h. Merci à tous d'être venus, vous intéresser à cet Agile Metesh. Le prochain, c'est le 8 juin. Comme l'a dit Eric, sujet frontière entre l'agilité et l'UX. Il y a eu beaucoup de travail en amont pour la prochaine session de la part de Laurent et d'Eric, un autre Eric Montecalvo, et de Laurent Vincent, donc UX designer chez nous. Donc on espère vous voir nombreux dans 15 jours et ce replay sera également disponible dans 15 jours. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt.